Mesdames, Messieurs, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée par CRI Voix des Victimes en collaboration avec l'Institut Kalima. Ravi de votre présence, honoré aujourd'hui par la présence de notre cher ami et le militant, je dis, le militant de droits de l'homme, le militant, parfois nous pouvons être scientifiques, en même temps on porte le côté aussi, l'aspect militantisme à travers nos travaux, honoré par la présence de notre ami docteur Youssef Girard. Il est connu par des recherches au niveau de l'intégration, discrimination, inégalité, racisme. Aujourd'hui, on va essayer de traiter le sujet on va essayer de traiter avec lui le sujet des racines coloniales de l'islamophobie. C'est un sujet, je pense, très important. J'aimerais bien aussi souhaiter la bienvenue à notre cher ami Dominique Natchon de l'Union juive pour la paix. Et je vous laisse avec professeur Boumediene pour la modération. C'est à vous, Sidi Boumediene. Merci infiniment, docteur Tahri. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand honneur de recevoir ce soir dans cette web conférence docteur Girard, Youssouf Girard, qui est docteur en histoire contemporaine, historien, spécialiste notamment de la question de la colonisation et du mouvement national en Algérie, spécialiste historien de l'Algérie. Vous aviez tout récemment publié un ouvrage qui fera certainement et qui fait déjà parler de lui, un ouvrage qui porte le titre chez l'édition Héritage, Réflexion sur le racisme systémique et l'exception coloniale, dans lequel vous revenez sur les grands principes historiques, un continuum d'un colonialisme, d'un néocolonialisme. On en parlera peut-être en profondeur tout à l'heure. Et qui est un ouvrage aussi qui se penche sur la question du racisme, si vous voulez, entre les deux rives, autour de la Méditerranée, et qui traverse l'histoire algérienne, l'histoire française, les pans et les passerelles, qui sont les deux, parfois, qui ont été brisés par les injustices sous forme de ce racisme. Alors, docteur Girard, autour de l'islamophobie, parce que notre sujet ce soir, c'est les racines coloniales de l'islamophobie et peut-être sur ce substrat qui est votre livre, Réflexion sur le racisme systémique et l'exception coloniale. Est-ce qu'il y a des liens, comme première question, peut-être, est-ce qu'il y a des liens entre cette nouvelle islamophobie, voire une ancienne islamophobie renforcée de plus en plus, notamment dans une période électorale? Est-ce qu'il y a un lien aussi systémique entre le colonialisme historique, le néocolonialisme et les politiques publiques, hein, et qui manifestent de manière quasi officielle, parfois ici et là, notamment en France, d'un racisme anti-musulman qu'on pourrait qualifier par une islamophobie, une peur de l'islam, ou par une misislamie, hein, une véritable haine orientée vers l'autre, cet autre qui en réalité faisait partie de l'histoire algéro-française depuis des siècles et des siècles. Pour moi, c'est une évidence qu'il y a un continuum et une continuité. La question après, c'est de dépasser l'évidence. C'est-à-dire que forcément, il y a une continuité, mais d'être capable de montrer la continuité et l'expliquer. Le débat, à mon avis, il est plus à ce niveau-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va au-delà du slogan de dire qu'il y a une continuité, mais qu'on construit le raisonnement pour montrer cette continuité.
Donc l'idée, c'est effectivement du livre. Hein. Alors vous avez cité le livre, j'en profite, je le montre, mais ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y en a un autre qui est paru en Algérie entre-temps, dans lequel il y a aussi un chapitre qui est consacré à cette question-là. Celui-là, il s'appelle Études sur l'islam et le nationalisme en Algérie. Il est paru aux éditions Alem El Afkar, qui est une maison d'édition algérienne. Donc l'idée, en fait, c'est plus de montrer, de démontrer ça, c'est-à-dire de montrer comment un certain nombre déjà de réflexions fondamentales qui sont construites par la colonisation, notamment ce que nous dit Frantz Fanon sur la colonisation. Donc, Frantz Fanon nous dit que la colonisation, elle produit un monde coupé en deux, avec d'un côté les colons et de l'autre les colonisés. Et donc, ça crée un phénomène de racialisation des deux. Et une race des seigneurs, la race des colons, qui vont être définis comme blancs, qui vont eux-mêmes se définir comme blancs, et de l'autre, la race des colonisés, qui seront tous les non-blancs. Ce monde coupé en deux, il n'est pas aboli par les indépendances, en fait. Il continue à exister, parce que il façonne le monde, pas simplement depuis quelques décennies, mais si on prenait une date symbolique, depuis 1492, donc, qui est une double date, en fait, 1492, on connaît souvent la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, mais qui, quelques mois avant, le 2 janvier, marquait la conquête de Grenade. Dans ces deux espaces géographiques, hein, l'Amérique d'un côté, la péninsule ibérique de l'autre, se joue véritablement l'apparition de la race en tant que construction juridique et sociopolitique, avec dans la péninsule ibérique la racialisation des juifs et des musulmans, puisqu'ils vont être forcés de se convertir au christianisme ou ils vont être expulsés dans les pays du Maghreb principalement. Et donc, c'est ceux qui vont rester sur place et qui vont être forcés à la conversion vont être définis comme des nouveaux chrétiens. Et ces nouveaux chrétiens ne seront pas considérés comme des vrais chrétiens, mais considérés comme des chrétiens entièrement à part. Et donc, ils n'auront pas accès, par exemple, à un certain nombre de charges publiques dans l'État espagnol. Et ça va durer très longtemps, puisque ça va durer jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc là, il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la conversion religieuse, de l'intolérance religieuse, qui était un phénomène relativement classique à l'époque médiévale, mais qui est de l'ordre de la race, puisqu'en fait, on est considéré comme juif ou musulman parce qu'on a un ancêtre juif et musulman, et ça empêche d'avoir accès à un certain nombre de droits que les vieux chrétiens, donc ceux qui n'auront pas d'ascendance autre que chrétienne, auront la possibilité d'avoir. Cette loi, hein, parce que c'est dans la loi espagnole, ça s'appelle la loi du sang, justement, parce que c'est quelque chose de racial. Et donc, on définit l'apparition de la race à ce niveau-là. D'ailleurs, hein, assez symboliquement, le 12 octobre, pendant très longtemps, dans les pays hispanophones, c'était appelé El Día de la Raza, le jour de la race. Dans l'autre espace, hein, donc en Amérique, la race apparaît en même temps, hein, avec justement la réduction en esclavage des Amérindiens, puis leur extermination, puis après le développement de ce qu'on va appeler l'encomienda. L'encomienda, c'est le fait que le travail non salarié qui était réservé aux Amérindiens, une espèce de travail forcé en fait. Et de l'autre côté, la réduction en esclavage des Africains qui, par la conférence de Valladolid, ne sont même pas considérés comme des êtres humains, ils sont considérés comme des animaux, et donc ils sont achetables, vendables, exploitables, etc. Parce que leur humanité est née, donc on met en place l'esclavage racial des personnes définies comme noires.
ce monde-là, il se constitue à ce moment-là et il se poursuit évidemment pendant toute la colonisation, avec la mise en place, par exemple, dans l'Empire colonial français du Code noir, qui gérait l'esclavage. Code noir qui n'a pas été aboli, par exemple, par la Déclaration des droits de l'homme d'août 1789. L'esclavage a duré pendant 5 ans encore, donc ça voulait dire clairement que pour les révolutionnaires français, les esclaves qui étaient enfermés à Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, etc., n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Et donc après, ça va se poursuivre aussi avec le deuxième empire colonial français. La France perd son premier empire colonial dans les guerres contre l'Angleterre avec le traité de Paris, puis après avec l'indépendance d'Haïti, où elle perd quasiment l'intégralité de son premier empire colonial, et elle va commencer à constituer son deuxième empire colonial avec la conquête de l'Algérie en 1830. Et donc là, pareil, il va y avoir ce phénomène de coupure entre colons et colonisés, avec l'Algérie, par exemple, est départementalisée après la Révolution française de 1848. Mais en Algérie, il y avait 2 catégories d'habitants. Il y avait les citoyens français, les colons, d'origine européenne, et il y avait les Algériens qui étaient des sujets de l'Empire. Et jusqu'à la constitution d'un code juridique particulier, le code de l'indigénat. Pareil, parce qu'il y a 2 humanités qui doivent être gérées par 2 corps juridiques différents, 2 législations différentes. Donc ça, ce découpage, on pourrait poursuivre avec plein d'exemples. Dans l'Algérie, d'après 1945, le code de l'indigénat est aboli. La 4e République dans son préambule, fait des belles déclarations sur l'égalité entre les hommes, mais dans l'Algérie d'après 1945, il y a l'Assemblée algérienne. L'Assemblée algérienne, il y a 60 députés pour les Européens qui représentent à peu près 1 million de personnes et 60 députés pour 10 millions d'Algériens. Donc, ça veut dire que la voix d'un Algérien vaut concrètement 10 fois moins que celle d'un Européen. Donc, cette inégalité fondamentale, parce qu'on a partagé l'humanité en 2, elle ne s'envole pas en 1962 après l'indépendance de l'Algérie. La fin d'une grande partie de l'empire colonial français. On perd quasiment toutes ses colonies, à part quelques confettis d'empire, tels que la Kanaki, etc. Mais donc l'essentiel, mais comment dire, ce monde coupé en 2 va continuer à exister, mais cette fois-ci plus dans les colonies, mais avec un rapatriement des pratiques et cette vision du monde colonial en France, dans l'Hexagone, en France métropolitaine, si on peut parler comme ça, elle-même, avant même les indépendances, avec les premiers immigrés, notamment algériens, puisque l'immigration extra-européenne en France, c'est d'abord l'immigration algérienne, puis après d'autres immigrations. Mais très rapidement, dès les années 20, va se mettre en place des systèmes d'encadrement d'exception, une brigade de police d'exception, la BNA, la Brigade nord-africaine, qui est spécialement, qui est en fait la police des Maghrébins en France, et comme ça, toute une série d'encadrements. Il y a un système d'encadrement qui est à la fois d'aide sociale et d'encadrement policier, et on fait dépendre l'aide sociale, évidemment, du fait que au niveau politique et sécuritaire, les immigrés soient dociles et obéissants. Donc ça, cette pratique-là, elle commence dès les années 20, et puis elle se poursuit jusqu'en 62, avec notamment, par exemple, on pourrait étudier sous cet angle-là les massacres du 17 octobre 61 à Paris. Mais après 62, elle se poursuit dans des pratiques d'exception,
Je vais juste citer très rapidement deux choses pour essayer de bien faire comprendre ce que je veux dire. La constitution, par exemple, des BAC. Alors, donc, il y a des gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est que les BAC en France. Les BAC, c'est les brigades anti-criminalité. C'est un corps d'exception dans la police. Alors, on pourrait dire, oui, c'est un corps particulier. Bon, mais bon, à chaque police, il peut y avoir un corps particulier. Ce qui est intéressant, c'est de voir la généalogie coloniale de ces BAC, parce qu'en fait, ces BAC, elles sont liées, en fait, sont les héritières des brigades nord-africaines constituées spécifiquement pour gérer l'immigration maghrébine. Elles sont constituées par un préfet qui s'appelle Pierre Bolot, qui a commencé sa carrière pendant la guerre d'Indochine, évidemment, dans les forces françaises pour réprimer les indépendantistes chinois. Il a été en poste à Biljana, en Algérie, pendant la révolution algérienne. Et il est en poste en 67 en Guadeloupe au moment il y a mai 67 en Guadeloupe, c'est une révolte anticoloniale qui est menée par les Guadeloupéens, et la police française et l'armée française tirent sur la population civile guadeloupéenne désarmée, et ça fait plusieurs morts. On ne connaît pas exactement les chiffres parce qu'il y a un doute là-dessus. Mais en fait, on prend cet homme qui a un passé colonial plus que chargé, on l'envoie en Seine-Saint-Denis et il crée les BAC, en fait, qui est une police pour gérer concrètement les immigrés, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose d'infini. En fait, tout ce qui n'est pas c'est une police d'exception qui est définie, qui est là pour gérer certains territoires où on sait que la population non blanche est largement représentée, voire majoritaire. Ce que aujourd'hui on stigmatise comme des zones de non-France. C'est le terme utilisé par les politiques français. L'autre pratique de l'exception sur laquelle pour montrer, c'est la question des crimes racistes et sécuritaires. C'est-à-dire qu'après l'indépendance de l'Algérie, il va y avoir énormément de crimes racistes et contre les gens qui sont identifiés comme arabes. Donc déjà le nombre de ces meurtres montre qu'il y a une question particulière qui se pose, mais l'exception, elle est aussi dans la façon dont on traite la justice. La justice française, pendant des années, va comment dire, trouver des circonstances atténuantes et donner des peines extrêmement légères aux assassins qui tuent des Arabes en France, tout simplement. Et ça, c'est une continuité de la pratique d'exception, finalement, de ce qui se faisait en Algérie, où finalement la vie d'un colonisé, la vie d'un Algérien, la vie de quelqu'un qui n'est pas considéré comme blanc, a peu d'importance sur l'échelle humaine. Alors, docteur, vous aviez mis le doigt sur pas mal d'éléments très importants. Vous avez éclairé sur ce continuum historique des racines coloniales qui touchent aujourd'hui un petit peu les musulmans sous le vocable de l'islamophobie, etc. Seulement, j'ai envie de vous poser aussi, peut-être pour approfondir et nous éclairer davantage, est-ce que l'histoire en elle-même, l'histoire coloniale, est la seule racine, bien sûr on le voit avec ces multiples exemples, est la seule racine, si vous voulez, coloniale d'une production d'une islamophobie aujourd'hui rampante, généralisante, au point où on a même, si vous voulez, des réactions assez qui à chaque fois, vous avez des penseurs, des chercheurs, des journalistes même qui traitent de ces questions des racines et de la formation de l'islamophobie en France, notamment en France. On pourrait les traiter d'islamo-gauchistes, donc directement quasi comme des
des collabos d'un certain islamisme, et on voit très très bien si vous voulez, de manière sous-jacente, le glissement sémantique entre une continuité d'une politique d'exception, vous l'aviez rappelé, depuis, en ce qui concerne l'Algérie, déjà avant l'indépendance et après l'indépendance, mais à la fois une banalisation, une certaine banalisation des stigmatisations à l'égard de ces citoyens. Aujourd'hui, la majorité des citoyens français, même s'ils ont le double attachement entre l'Algérie et la France, voire même la double nationalité, comment envisager ce racisme systémique seulement sur une seule base, si vous voulez, pour dire simplement, sur seulement la seule base historique? Est-ce qu'il n'y a pas des responsabilités aussi plurielles des musulmans eux-mêmes? C'est une question qui se pose, ou de leur comportement, de leur cheminement, si vous voulez, en France, et de la politique post-indépendance de la France vis-à-vis de l'Algérie vis-à-vis de la France. Il y a plusieurs questions dans votre question. Oui. Sur les racines historiques, moi je parle de la colonisation parce que c'est mon domaine d'étude en fait. Mais évidemment, même quand on étudie l'histoire coloniale, il faut remonter avant l'histoire coloniale et notamment à l'islamophobie médiévale, je dirais ça comme ça, qui a des racines chrétiennes, qui trouve ses racines dans l'histoire du christianisme occidental. Hein. Ça, c'est une évidence. Le concile de 680 de Constantinople définit le prophète de l'islam quand l'antéchrist et l'antichrist. Ça posait déjà des bases un peu compliquées dans les relations islamo-chrétiennes. Toutes ces choses, on pourrait revenir sur beaucoup de choses, notamment l'histoire des croisades, où naît par exemple le concept de terra nullius. Le concept de terra nullius, c'est le terme qu'une terre est vide et donc on peut la peupler. La Palestine, à l'époque des croisades, c'est défini comme terra nullius. Donc ça veut dire que les gens qui y habitent n'existent pas. Ce ne sont pas des êtres humains, c'est autre chose. Ça permettra toutes les conquêtes après. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a un lien très fort entre cette histoire-là et l'histoire coloniale. On ne peut pas étudier l'histoire coloniale sans étudier l'histoire des relations entre l'Église et l'islam avant la colonisation, parce qu'à la fois ça permet d'expliquer les relations avec l'islam, mais ça permet aussi d'expliquer d'autres avec les peuples non blancs, non musulmans, notamment le contexte de terra nullius. L'Australie est définie comme terra nullius. Il n'y a pas de musulmans en Australie, mais ça permet d'exterminer les aborigènes. Donc ça, c'est la première partie. Évidemment que je parle de la colonisation parce que c'est mon domaine d'étude, mais il faudrait, en parlant d'histoire, il faut parler d'autres choses. Et on peut aussi parler d'autres choses que la colonisation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre, par exemple, de John Toland sur les Sarrasins, qui est un livre qui revient sur l'islamophobie médiévale dans l'Europe. C'est une source comme ça qu'on peut consulter. Sur la deuxième partie de votre question, sur aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, il y a quelque chose, à mon avis, qui est lié à l'histoire coloniale. C'est que quand on crée le monde coupé en deux, défini comme le définit Fanon dans Les damnés de la Terre, on crée une race des seigneurs et des infra-humains. D'accord ? Les colons, les blancs, c'est la race des seigneurs de la colonisation, et puis il y a les infra-humains qui sont tous les peuples colonisés. Ça produit quelque chose sur la société. C'est qu'il y en a qui ont des privilèges et qu'il y en a qui ont des discriminations. Parce que on parle souvent des discriminations. L'inverse le pendant de la discrimination, c'est que ça crée des privilèges pour ceux qui profitent, entre guillemets, de la discrimination, qui, en tous les cas, n'en sont pas victimes. À partir du moment où
les gens qui sont victimes de la discrimination remettent en cause la discrimination, remettent en cause la barrière construite entre les deux mondes. Évidemment, ça crée un problème pour ceux qui bénéficient du privilège. C'est qu'ils perdent leur statut privilégié et qu'ils deviennent, comment dire, la destruction de la barrière qui est construite par le monde colonial fait qu'il n'y a plus des sous-hommes et des surhommes, et il y a uniquement des êtres humains à égalité. Et évidemment, ces gens-là ont beaucoup à perdre. Enfin, ils n'ont pas simplement, ils perdent symboliquement, ils perdent matériellement parce que ça veut dire être en concurrence, ça veut dire être à égalité avec. Donc là, évidemment, je pense qu'il y a une réaction qui est extrêmement forte. Un philosophe algérien qui s'appelle Mohamed Cherif Salhi dit dans Décoloniser l'histoire, c'est que comment dire, le combat des Algériens a créé un réflexe de défense. Pour moi, on est en plein dans ce réflexe de défense, c'est-à-dire que au cours des 40 dernières années, il y a eu, par exemple, la marche pour l'égalité en 1983. Je parle pour la France, hein, il y a eu la marche pour l'égalité, il y a eu tout un tas de mobilisations pour avoir plus d'égalité, plus de droits. Très récemment, peut-être que vous vous souvenez, en 2020, à la fin du confinement, il y a eu des rassemblements en lien avec le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Il y a eu des rassemblements importants en France. Sur ces questions-là, évidemment, il y a des gens qui sont totalement effrayés par ça, c'est-à-dire qu'ils sont effrayés par l'égalité parce que eux, ça remet en cause leurs privilèges et qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Et ça, c'est évidemment, ça trouve ses racines dans la colonisation, mais c'est aussi quelque chose de très immédiat, c'est quelque chose de très matérialisable. Quels sont, docteur, continuité à ce que vous nous dites, les mécanismes qu'on crée aujourd'hui et qui font perdurer et faire vivre ce racisme colonial, historique, néocolonial, si vous me permettez l'adjectivation, de cette domination qui sépare, in fine. Quels sont ces mécanismes qui sont utilisés aujourd'hui? Vous avez cité la loi sur les séparatismes. J'ai une bonne mémoire au début de votre intervention, qui va très très loin en réalité. Peut-être l'exemple de la création aussi de ce forum, dit-on, qui conçoit l'enseignement de l'islamologie en France de manière officielle, impulsée par une décision étatique. Est-ce que ces outils s'inscrivent, sont le fruit de des racines coloniales de l'islamophobie, ou en tout cas de la dominance d'une bonne partie des citoyens musulmans français qu'on essaye toujours de maintenir dans la case des dominés? Et en fait, la gestion du culte par l'État français correspond à cette exception, en fait. C'est-à-dire que l'exception coloniale, j'ai parlé de l'institution policière avec ses brigades particulières, de la justice, mais l'exception coloniale, c'est quelque chose qui englobe tout. Et donc, le culte fait partie de cette exception coloniale. La loi de 1905, donc la loi de séparation des cultes et de l'État, est votée en 1905. On appelle ça couramment en France la loi de 1905. Devait s'appliquer en Algérie. L'Algérie, j'ai parlé de la départementalisation en 1848. En 1905, c'est 3 départements. Le département d'Oran, le département d'Alger, le département de Constantine, le 91, le 92 et le 93. Pour ceux qui connaissent un peu l'Île-de-France, il y a des choses qui sont un peu évocatrices. Ces 3 départements, c'était des départements, donc la législation française devait s'y appliquer. La loi donc, de 1905, sur la séparation des cultes et de l'État, va s'appliquer aux cultes. Donc, il y a 4 cultes principaux en Algérie à l'époque. Il y a un culte catholique, le culte protestant, le culte juif
Pour ces trois cultes, la loi s'applique, j'allais dire, de la même façon qu'elle s'applique dans les départements de France métropolitaine. Et il y a une exception, c'est la religion musulmane. Donc la religion musulmane, la loi de 1905 ne s'appliquera jamais entre 1905 et 1962. Jamais l'État français n'appliquera cette loi de 1905 et va gérer le culte, nommer les imams, les mouftis, etc., tout ce qui est le personnel qui encadre le culte, c'est l'État français qui va le nommer en gérant les prêches, en gérant ce qui est dit dans les mosquées, etc. etc. Donc qu'aujourd'hui, l'État français veuille s'ingérer dans le culte, parce que là, dont vous parlez, en fait, l'État français désigne des représentants, comment il faut pour les désigner. Il faut envoyer un CV, peut-être, je ne sais pas exactement comment on fait pour être. En tous les cas, c'est l'État français. Ça relève de la même chose, c'est-à-dire que c'est un État laïque qui dit qu'il n'intervient pas dans le culte et qui ne veut pas que les cultes interviennent en son sein, qui s'ingère dans les cultes et choisissent des représentants. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est la poursuite de l'exception coloniale dans la gestion du culte. Mais comme il y a une exception dans d'autres domaines, en fait, l'exception, elle s'applique à tous les domaines de la vie, et le culte est un domaine de la vie. Et au sein de l'immigration en France, c'est pas nouveau. La mosquée de Paris est constituée dans les années 20, à la fois dans le discours officiel pour remercier les combattants musulmans qui ont lutté pour la France durant la guerre 14-18, etc. Dans la pratique, c'est aussi pour en faire un lieu d'encadrement du culte musulman. Et d'ailleurs, la mosquée de Paris dépend du même organisme que la BNA, que la Brigade nord-africaine. C'est-à-dire que c'est le même organisme qui gère la police des Maghrébins, qui gère le culte des Maghrébins et qui va même gérer l'hôpital des Maghrébins qui est à Bobigny, qui aujourd'hui s'appelle l'hôpital Avicenne, qui à l'époque s'appelait l'hôpital franco-musulman. Donc, parce qu'on ne veut pas, on pratique une espèce d'apartheid sanitaire et on envoie les Arabes, tout simplement, on va le dire comme ça, parce que c'est comme ça que c'est pensé, on les envoie en banlieue, dans un hôpital particulier, entre eux, pour aller se faire soigner. C'est l'exception qui est pratiquée, en fait. Quelle a été Youssef Girard, la réaction aussi d'un point de vue historique de l'Algérie post-indépendance? Est-ce que les leaders algériens, depuis, ont été sensibles aussi à cette prise de conscience de dominer, dominateur, colonisation qui continue, même après l'indépendance, alors politique, bien sûr, par rapport aux interdépendances économiques, politiques, etc. Est-ce qu'il y a eu des réactions historiques, enfin, que l'histoire a relevées, ou est-ce que on est toujours, c'est toujours la même histoire, chat et la souris, qui, une fois, la balle est d'un côté, et puis une fois, elle est lancée de l'autre côté. On voit très, très bien. D'ailleurs, récemment, il y a eu des crispations entre la France et l'Algérie. Est-ce que les pouvoirs publics ou les leaders ont pensé ce phénomène-là depuis l'indépendance, ou est-ce qu'on continue à fermer les yeux de manière volontaire, de part et d'autre, tout simplement sous le poids des intérêts? J'allais vous dire les deux. Je pense que les dirigeants algériens, notamment ceux, il y en a quand même beaucoup qui connaissent très bien la France. Faut pas, Ben Bella, le premier président algérien, a passé quand même quelques années en prison en France. Ça donne une certaine connaissance de l'État français et de ses pratiques. Ils connaissaient tous l'État français parce qu'ils avaient été colonisés, donc ils avaient été confrontés à ces pratiques d'exception, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'illusions de la part des dirigeants algériens. Je faisais ma thèse de doctorat, j'ai fait des entretiens avec certains anciens
pas forcément dirigeants, mais en tous les cas dirigeants enfin, qui ont eu des responsabilités pendant la révolution algérienne, voire après. Il est arrivé de parler avec eux de la situation en France. Ils la connaissaient en tous les cas, parce que beaucoup sont morts depuis, mais ils la connaissaient mieux que beaucoup de gens qui vivent en France, et je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup d'illusions. Après, quand on arrive au sommet de l'État, il y a la réelle politique qui s'impose. Alors, avec des fois, malgré tout, c'est quand même ces réactions. On l'a vu notamment à l'automne avec les déclarations de Macron sur l'histoire officielle. Là, les dirigeants algériens ont été obligés de sortir du bois parce que comment dire, parce qu'il allait beaucoup trop loin dans la façon dont il abordait la question. Mais parce que lui-même est coincé entre deux choses, entre les relations internationales où effectivement il peut à la rigueur avoir un espèce de langage de diplomate, et puis la situation interne où la question algérienne n'est pas qu'une question de relations internationales, c'est une question interne, et que l'histoire de l'Algérie, ce n'est pas une question simplement de relations avec d'État à État, c'est aussi une relation interne et qu'il faut flatter un électorat d'extrême droite français qui est particulièrement hostile à l'islam, aux Arabes en général, mais avec une focale particulière sur l'Algérie, parce que en France, il y a des millions de gens, soit qui ont été des Européens d'Algérie, des colons, soit qui ont fait la guerre d'Algérie et donc qui sont hérités de ça, qui sont des enfants, des petits-enfants de ces gens-là. Donc il y a quand même une base sociologique de gens qui ont un problème profond et durable avec ce pays-là. Et donc là, effectivement, Macron, quand il dit ça, je pense qu'au moment où il l'a dit, il s'adressait aux Français, il ne s'adressait pas aux Algériens, et que c'était à destination interne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout se sait, et donc qu'il a eu une réaction internationale, mais c'était un appel du pied à l'électorat le plus, comment dire, le plus arabophobe, islamophobe. C'est un peu comme quand il part s'exprimer dans Valeurs Actuelles, c'est un appel du pied à l'extrême droite la plus, la plus réactionnaire. Ce racisme est pluriel, Youssef Girard. Est-ce que les citoyens musulmans sont aussi responsables de ce climat qui perdure depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire depuis des siècles? Est-ce qu'ils sont responsables, les musulmans, les citoyens français de confession musulmane? Moi, j'ai beaucoup de mal à penser que les personnes qui sont victimes Deux fois. voilà, en fait, ils sont responsables de ce dont ils sont victimes. Si on expliquait que les femmes sont victimes du sexisme parce qu'elles sont des femmes et qu'elles se comportent comme des femmes, on trouverait ce propos totalement abject, pour faire un parallèle. Les Noirs américains ne sont pas victimes du racisme, du système raciste aux États-Unis parce que ils se comportent mal. Les musulmans en France ou en Europe ne sont pas victimes d'islamophobie parce qu'ils se comportent mal. Donc, certains d'entre eux se comportent mal. Ils sont d'abord victimes d'un système qui s'est constitué. Après que on utilise justement pour justifier le maintien de ce système, de justifier les oppressions, par exemple le terrorisme, hein, c'est souvent ce qui est pour justifier, c'est oui, mais il y a eu des actes terroristes à Paris, effectivement, il y en a eu, c'est une réalité. Mais même là-dedans, dans le traitement de cette question-là,
on voit par exemple qu'il y a eu une série effectivement d'actes terroristes entre les attentats, etc. à Paris. Il y en a eu aussi, il y a eu un acte terroriste en Norvège d'un militant d'extrême droite, suprémaciste blanc, qui a été tué, je ne sais plus combien, plus de 50 militants du Parti socialiste norvégien parce qu'ils les accusaient d'être des complices du grand remplacement. Hein, et donc, il fallait les tuer parce que voilà, ils permettaient à la Norvège de ne plus être un pays de race blanche, etc. La Norvège n'a pas voté une loi d'exception contre tous les blancs parce que il y a un suprémaciste blanc qui a ouvert le feu, un néo-nazi qui a ouvert le feu. Ils n'ont pas voté une loi contre tous les Norvégiens qui sanctionnerait tous les Norvégiens. Ils n'ont pas fermé les églises ou autres en Norvège. Les libertés fondamentales, la Norvège est souvent très bien classée dans ces questions-là. Hein. Les libertés fondamentales en Norvège n'ont jamais été remises en cause suite à ça. Par contre, en France, il y a eu une série d'attentats et on a voté, par exemple, et en réponse aux attentats, on va interdire à des jeunes filles qui jouent au football de porter un foulard. Quel est le rapport entre Daesh et des jeunes filles qui jouent au football? Je pense que si les gens de Daesh voyaient ces jeunes filles jouer au football, ils leur tiraient dessus également. Donc, ils sont contre ça. Mais on nous explique qu'il y a un lien entre des jeunes filles qui jouent au football avec un foulard ou pas de foulard sur la tête, parce qu'elles ne veulent pas obliger les autres à en mettre, elles veulent juste pouvoir jouer. On nous explique qu'il y a un lien et qu'il faudrait interdire ça parce que c'est une manière de lutter contre des choses qui n'ont rien à voir, en fait. On crée des... Donc c'est pour ça que qu'il y ait eu des actes terroristes, c'est indéniable. Mais dans un cas, ça ne justifie le maintien des libertés fondamentales. Dans l'autre, ça justifie une répression globalisée sur des gens qui va toucher des gens qui n'ont strictement rien à voir avec ça. Pourquoi est-ce que, tout simplement, s'il y a des actes terroristes, on ne fait pas une enquête, on arrête les personnes qui sont en lien plus ou moins avec ces actes-là, on les juge et puis ils sont condamnés et puis voilà. Pourquoi est-ce qu'on va embêter des jeunes filles qui jouent avec alors, quel est le lien? Il n'y a aucun lien. Il y a un lien que dans la un lien que dans la tête des islamophobes entre les gens qui commettent des attentats et des jeunes filles qui jouent au foot. La seule chose qui les relie, qui relie ces deux catégories de personnes, c'est le racisme de ceux qui voient tous les musulmans sous le même ordre. Bien, on va, docteur Girard, on va peut-être ouvrir un petit peu le débat et aux autres pour qu'ils puissent peut-être interagir et vous poser des questions directement. Alors, je vois notre cher ami docteur Siem Cherif de l'Université d'Alger qui souhaite peut-être intervenir. Oui. Merci pour vous, d'abord pour l'organisation de cette conférence et merci pour professeur Youssef Girard. Permettez-moi d'exprimer en langue française pour être bien clair. إذا أنا في الحقيقة أرى أن الإسلاموفوبيا لها جذور ترجع إلى تاريخ أقدم من الاستعمار الحديث. طبعا الأستاذ وكلنا نعرف أنه يمكن أن نتكلم عن الإسلاموفوبيا منذ الظهور الأول للإسلام، يعني منذ قريش. الإسلاموفوبيا هي هذا الخوف من الإسلام كدين وكنظام مجتمعي. لكن يمكن أن نتكلم أكثر عن الإسلاموفوبيا منذ الحروب الصليبية أيضا، وأكثر من ذلك كما تقدم به الأستاذ بروفيسور يوسف جيرار منذ ظهور الاستعمارات الحديثة. لكن ما يلفت انتباهي أولا أنه أستاذ يوسف جيرار يعني
اهتم أكثر بالإسلاموفوبيا في فرنسا وعلاقتها بالجزائر أكثر، يعني ركز على هذا الجانب، مع أنه هو جانب له خصوصياته، مع أن الإسلاموفوبيا متواجدة في كثير من بقاع العالم، في الصين، في الهند، يعني هناك إسلاموفوبيات متعددة يمكن الحديث عنها. لكن أفهم الأستاذ يوسف جرار عندما ركز على جانب فرنسا، الجزائر، وهذا الخوف من الإسلام كما قلت كنظام وكدين، للعلاقة الخاصة بين البلدين. أولاً تساؤلي للأستاذ يوسف جرار هو أنه ألا ترى أن التخوف من الإسلام هو مقاومته إلى مبادئ الحداثة الغربية ككسو، مبادئها العقلانية وإلى ما ذلك، ثم تناقضه مع مبادئ العلمانة الحديثة والعلمانية الحديثة، لأنه الإسلام يعني يركز على أنه أو يشهر بنفسه على أنه نظام ليس فقط ديني، يعني ليس دين فقط، ولكنه نظام اجتماعي اقتصادي، يعني يلم بكل نواحي الأبعاد الاجتماعية الثقافية الاقتصادية، يعني هو نظام كامل. لكن العلمانة تقول أنه فصل الدين عن الدولة، يعني فصل الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية عن الدين. هذا التناقض هو الذي خلق هذه الإسلاموفوبيا الجديدة، لأني أعيد وأؤكد أنه الإسلاموفوبيا متواجدة منذ ظهور الإسلام. أيضا تساؤلي الكبير، يعني هو ليس تساؤل لكن كأنه استفهام بالنسبة لي، يعني الاستعمالات الإيديولوجية للدين لكل الديانات تواجدت في كل الديانات. لماذا نجد الإسلاموفوبيا و يعني نبرهن أو نجعل أعذار لأن الإسلام ارتبط بشكل ما بالإرهاب وبالحركات إرهابية، مع أنه في حركات إرهابية مسيحية لكن لا نجد مسيحوفوبيا مثلا. يعني هذا ليس عذر كما قال دكتور يوسف جرار. يعني موضوع الإسلاموفوبيا موضوع شائك وكأنه فيه متاهات كثيرة. هذا تساؤلي. لكن اسمحوا لي دكتور بن يحيى ودكتور ظهري، أنا معي هنا البروفيسور عروس زبير، إذا سمحتم، أن هو مؤسس مخبر الدين والمجتمع وأستاذ بجامعة الجزائر 2، لديه تدخل ورأي آخر. Alors, Oustada, من فضلك, peut-être, docteur Girard, notre invité, qu'il réponde déjà aux deux questions principalement vous aviez posées, et puis après on on donnera la parole bien sûr naturellement au directeur du laboratoire avec grand honneur. Alors, docteur Girard, certainement vous avez vu l'intervention du docteur Cherif qui revient à ces deux interrogations, l'islamophobie face au terrorisme, l'islamophobie face aussi à l'événement de la laïcité. Vous avez déjà donné pas mal d'éléments sur la loi de 1905. Quelle est votre réponse? Est-ce que ce n'est pas cette nouvelle islamophobie, comme elle-même elle la qualifie, est-ce que ce n'est pas dû au terrorisme, hein, ce phénomène du terrorisme, mais surtout principalement depuis un peu plus d'un siècle par rapport à la laïcité et la séparation drastique, laïciste même, entre la religion et l'État. Sur la première question, j'allais vous dire, en fait, qu'est-ce qu'on appelle, j'entends bien ce qu'on entend par terrorisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, depuis les attentats, on va dire du 11 septembre, où ça va être certaines organisations avec des gens identifiés. Mais si on fait justement un recul historique, qu'est-ce qui va être qualifié de terrorisme?
J'allais dire que toute personne qui résiste à la colonisation était un terroriste. Si on regarde, par exemple, les écrits des officiers de la conquête, hein, qui sont des écrits d'une extrême violence, comment est-ce qu'ils décrivent voilà, les habitants de l'Algérie comme des gens violents, etc., qu'il faut mater durement, qu'il faut couper la tête avant que, si on les maltraite pas, ils vont nous maltraiter. Donc, il faut vraiment les exterminer, sinon ils vont poser des problèmes. Comment est vu le FLN pendant la guerre d'Algérie? C'est vu comme une organisation terroriste aussi. Donc, j'allais dire que oui, effectivement, il y a une partie qui se nourrit des actions terroristes, mais j'allais dire pour justifier quelque chose qui précède, en fait. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais la même réaction vis-à-vis du... Par exemple, si on fait une analyse avec le terrorisme d'extrême droite, hein, le terrorisme des suprémacistes blancs, ça ne justifie pas un racisme anti-blanc de la part des dirigeants blancs des États européens. On ne justifie pas des mesures de suppression des libertés publiques, on ne justifie pas des arrestations de masse, des dissolutions massives d'associations, etc. Enfin, on n'a pas créé, pour sortir de la France, on n'a pas créé un Guantanamo des suprémacistes blancs. Ça n'existe pas. Et pourtant, il y a plus aujourd'hui d'attentats, d'actions violentes des suprémacistes blancs aux États-Unis que de terroristes qui se réclament de l'islam. Donc la question, à mon avis, c'est oui, ça justifie. On se sert de ça pour justifier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ils existent, c'est une réalité. Mais on a des pratiques qui vont avec, qui sont largement antérieures et qui se justifient par des pratiques qui sont largement antérieures à ces choses-là. Deuxièmement, sur la laïcité, la loi de 1905, je rappellerai que pendant des années, ça a été une revendication fondamentale du mouvement nationaliste algérien. Le premier qui réclame l'application de la laïcité, l'application de la loi de 1905 au culte musulman, c'est l'émir Khaled au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ça fait partie il arrive avec tout un tas de revendications pour l'accès aux droits des Algériens. Et parmi ces revendications, il y a l'application de la loi de 1905. Cette revendication, elle est reprise par l'association des ulémas de Ben Badis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça vient d'être réédité en France aux éditions Héritage, où je viens de faire paraître mon livre, et vient de rééditer le mémoire de l'association des ulémas pour réclamer donc écrit en langue française, hein, parce qu'il s'adressait aux législateurs français, pour réclamer, après la Seconde Guerre mondiale, l'application intégrale, pas particulière, pas d'exception, rien, intégrale de la loi de 1905. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est finalement, si on y le PPA, Ferhat Abbas aussi, hein, réclamait l'application de la loi de 1905 au culte musulman. Donc finalement, si on regarde bien sur un siècle, les musulmans réclamaient l'application de la loi de 1905, alors que c'était l'État français qui leur a refusé. C'est-à-dire que l'État qui se définit justement comme aujourd'hui, il faut avoir une politique offensive, il faut le faire rentrer dans les clous parce qu'il ne respecterait pas cette loi. Pendant des années et des années, c'est l'État français qui refusait de l'appliquer, alors que c'était les musulmans algériens, puisque c'était en Algérie, qui demandaient l'application de cette loi. Et c'était l'État français qui leur refusait parce que, tout simplement, s'ingérer dans le culte musulman, c'était une manière de contrôler la population. Ça participait de la politique d'encadrement colonial, sécuritaire, de désigner les responsables du culte. Donc, c'est pareil, la laïcité peut être utilisée comme un argument pour justifier le racisme et islamophobe, mais c'est finalement un argument parmi d'autres. On pourrait trouver, on le voit d'ailleurs de plus en plus en France, dans une partie de
de la droite identitaire, extrême droite identitaire, où on parle des racines chrétiennes de l'Europe, on remet en avant la dimension chrétienne de la France, la fille aînée de l'Église. Sur la chaîne d'information d'extrême droite CNews, il y a des heures de programmes religieux où on défend un christianisme comment dire, très offensif, très dur, même qui sent bon l'avant Vatican II. Et ce christianisme, évidemment, ce n'est pas pour une élévation spirituelle des âmes, c'est un christianisme très politisé qui a vocation à désigner le musulman comme l'ennemi, le danger, etc. Donc finalement, l'argument islamophobe, il peut se décliner aussi bien sur comment dire, la question laïque que la question de l'identité chrétienne du pays. Finalement, peu importe, j'allais dire, la justification, ce qui compte dans le fond, c'est d'avoir une justification au discours et aux pratiques d'exception coloniale. Merci beaucoup. Peut-être au responsable du laboratoire de l'Université d'Alger, Dr. Siham, est-ce que… Oui, merci. Comme ça, مرحبا، مساء الخير عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. يعطيكم الصحة على الجهد اللي راكم تدخلوا فيه والعمل اللي راكم تدخلوا فيه. قضية الإسلاموفوبيا تكلم عليها الدكتور جيرار تاريخيا وسياسيا، لكن كاين سؤال كبير يبقى مطروح، هو كيف تشكل هذا الوعي، وعي الإسلاموفوبيا خاصة عند الفرنسيين. أعتقد أنه لابد من الرجوع إلى الدراسات الإثنوغرافية والأنثروبولوجية التي تمت في الجزائر مع هونوتو وغيره، والتي قسمت المنطقة إلى ساكنة متخلفة وجامدة وخاملة وأخرى نشطة. فالأنثروبولوجيين وخاصة الإثنوغرافيين هم الذين أسسوا إلى هذا الوعي، وعي الموقف من الآخر، وخاصة الوعي من المسلم. وسي جيرار أنا نظن هو يعرف أن في وعي الإدارة الفرنسية أو الفرنسيين أو الكولون كانوا لا يفرقون بين العربي والمسلم. بالنسبة لهم بالضرورة العربي هو مسلم والمسلم هو عربي، لا أكثر ولا أقل. فإذا هذا التقسيم أو هذه الرؤية فيما بعد رفعت مع المعمرين الذين غادروا الجزائر في 62، وكثير من نشطاء اليمين المتطرف هم من الأقدام السوداء اللي كانوا في الجزائر. فاعتقادي أننا يمكن أن نطرح قضية الإسلاموفوبيا من عدة زوايا التاريخية والسياسية كما تفضل بها الدكتور جيرار، ثم الدراسات الأكاديمية العنصرية التي تمت في المنطقة والتي شكلت هذا الوعي المستمر، وإن كان هذا الوعي لا يرجع فقط مثلا بالنسبة للجزائر إلى سنة 1832 ولكن قبل، لأنك دائما كان الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط، يعني المقابل إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط، يرى في جنوب البحر المتوسط أنها كانت أرض إسلامية ولا بد أن تعود إلى اعتقاداتها الأصلية. فعندما دخلوا الفرنسيين الجزائر دخلوا بشعار أتينا بالسيف والإنجيل لاسترجاع أراضي الإجداد، وهذا الشعار يعني منقوش على صخرة دخول البواخر الأولى لاحتلال الجزائر في سيدي فرج. فإذا صحيح الموضوع شائك ومتشعب، ولا يمكن أن نحصره في تصرفات شبابنا في فرنسا أو في بلد آخر. فهم
شباب لهم رؤيتهم للحياة قد تختلف كذا، لكن الإشكال الكبير أن أخطاء الأفراد تلصق بعقيدة، وهذا هو المشكل الكبير. وترجع هنا إلى قضية الصراع بين الأديان وليس الحوار عن الأديان، هذا هو مشكلنا الكبير. شكرا على إعطائي فرصة الحديث معكم، ونشكركم على الجهد اللي تقوموا به. جزاكم الله كل خير أستاذنا الجليل. Peut-être docteur Girard, alors vous voyez que le docteur expand, si vous voulez, la thématique de l'islamophobie au-delà des sources et des racines historiques vers des sources et des racines historiques, mais aussi ethnographiques, au point où il cite l'exemple, par exemple, au moment de la colonisation de l'Algérie à Sidi Fraj, où on a une inscription sur une roche annonçant que on est revenu, enfin on est venu avec l'épée et l'évangile pour pouvoir restituer les terres, ces terres qui étaient musulmanes, qui étaient jadis chrétiennes et qui devaient redevenir chrétiennes alors qu'elles fussent musulmanes. Et sur le fond, si vous voulez, il vous interpelle aussi sur la responsabilité historique des ethnographes dans la colonisation, dans l'État, dans le processus de colonisation. Et d'après lui, c'est cet axe-là qui a esquissé, qui a initié cette idée de l'islamophobie régnante et qui trouve ses sources dans le passé et aujourd'hui. Quel est votre regard, docteur? Sur la première partie, c'est un peu ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire que pour étudier l'islamophobie coloniale, il faut quand même aussi se pencher sur les racines médiévales de l'islamophobie. Il n'y a pas une coupure entre un monde médiéval chrétien habité par des valeurs chrétiennes et un monde moderne qui serait totalement déchristianisé et dans lesquels la deuxième colonisation se déploierait sans référence religieuse. Effectivement, quelques années avant la conquête de l'Algérie, Chateaubriand, en 1816, intervenait à la Chambre et disait qu'il fallait lancer une dernière croisade pour aller conquérir l'Algérie et faire mettre fin. À l'époque, ce n'était pas le terrorisme, c'était la piraterie barbaresque. Hein. C'était la grande justification de la colonisation, c'était la piraterie barbaresque. Et puis après, pendant la colonisation, effectivement, il y a tout un déploiement de cette islamophobie chrétienne médiévale, qui prend des sources médiévales, qui va par exemple se constituer par la destruction des lieux de culte, leur transformation en lieux de culte chrétien. Je pense que voilà, les gens qui habitent à Alger, donc ils connaissent tous l'histoire de la mosquée de la Ketchawa qui pendant la colonisation a été transformée en cathédrale. C'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de villes d'Algérie. Il y a des savants hein, qui écrivent là-dessus. Il y a notamment un publiciste qui s'appelle Louis Veillot, qui est un catholique ultra-conservateur, traducteur de Donoso Cortés, qui est un espagnol ultra-conservateur, royaliste, etc. Donc, il va pendant quelques temps être secrétaire de Bugeaud et il écrit un livre, alors je n'ai plus le titre exact en tête, je le cite hein, dans ce livre-là, je le cite, voilà, où il explique clairement que la conquête n'a pas simplement des buts matériels, on va conquérir la terre, etc., mais que ça a une dimension spirituelle, qu'il s'agit de rouvrir les portes du christianisme à l'Afrique, hein, parce que l'Algérie c'est vu comme la porte d'entrée de l'Afrique, et que donc il faut détruire l'islam, bon, des fois les musulmans, mais et puis en convertir quelques-uns, mais donc christianiser. C'est dans cette
c'est dans ce cadre-là qu'est créé les Pères Blancs. Hein. En Algérie, c'est là où va être créé les Pères Blancs par la Vigerie, qui avait pour but, pareil, de christianiser, et qui va être soutenu par la Troisième République. Hein. La Troisième République était justement sur un discours anticlérical, etc., etc. En France, va en Algérie soutenir ces Pères Blancs dans leur mission de civilisation et d'évangélisation des indigènes, comme on les appelait à l'époque. Donc, il y a une dimension, évidemment, dans cette conquête coloniale, il y a une dimension de l'islamophobie médiévale, européenne médiévale, qui est extrêmement forte et il faut vraiment, là, moi, comme j'ai dit, hein, je pars de la colonisation parce que c'est mon sujet d'étude, mais vraiment, il y a un sujet d'étude en soi qui est l'avant-colonisation, c'est les racines médiévales de cette islamophobie-là, qu'on retrouve aussi, juste pour finir là-dessus, voir aussi comment cette islamophobie médiévale qui a des sources chrétiennes définit, influence et cadre une partie du discours islamophobe colonial tenu par des gens qui sont de parfaits anticléricaux en Europe. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est très peu étudié, mais qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on trouve que en Europe, faire une caricature du prophète de l'islam, c'est le summum de la provocation laïque et anticléricale, et que ça s'inscrit dans une tradition anticléricale des mangeurs de curés, etc., etc. La question que moi je pose et qu'il faudrait étudier à fond, que je n'ai pas étudié à fond, c'est que des caricatures chrétiennes à l'époque médiévale du prophète de l'islam, c'était quelque chose d'extrêmement courant. Donc ça n'a rien d'anticlérical pour un Européen de faire une caricature du prophète de l'islam. C'est quelque chose, au contraire, qui s'inscrit dans la tradition cléricale. Pour donner un exemple très parlant. Oui, assez parlant et assez précis, merci. Alors peut-être une dernière question, notre ami Frédéric Ferry, qui souhaiterait vous poser une question, Youssef Girard. Bonsoir à tous et merci pour cette émission. Moi, j'en ai loupé pas mal quand même, je suis désolé. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de l'Algérie ni de la colonisation, mais pour vous, est-ce que justement maintenant, cette laïcité, quelque part, c'est comme une nouvelle religion et c'est peut-être celle qui va porter le plus que le christianisme, n'est-elle pas quelque chose qui cache quelque chose de plus profond justement? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de colonisation, cette laïcité, quelque part? Puisqu'on veut à tout prix que les gens se rassemblent, c'est cette mouvance, quelque part. C'est que tout le monde doit être sous cet état qui est la laïcité, à votre avis? Je sais pas, en fait. Ça, c'est comment dire, c'est un peu... moi, j'ai l'impression que c'est plus utilisé, pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure, plus utilisé par un moment comme un bâton pour maintenir l'exception coloniale, et on pourrait utiliser le christianisme. Évidemment, aujourd'hui en France, on n'utilise pas le christianisme ou peu le christianisme parce qu'on est dans un État laïque. Donc, utiliser le christianisme, c'est remettre en cause la République et tout le discours républicain. Mais comme je le disais, ça se fait de plus en plus parce qu'en France, il y a un décalage de plus en plus vers l'extrême droite identitaire, que cette extrême droite identitaire met en avant le christianisme. Un christianisme, je le dis encore une fois, je ne pense pas que c'est grand-chose à voir avec la spiritualité chrétienne, mais vraiment c'est un christianisme identitaire qui est construit en opposition, en gros, les mosquées sont pleines, donc il faut que nos églises soient pleines. Ça se limite à ça, la spiritualité de ce christianisme-là. Mais donc, ce christianisme, il peut être aussi mis en avant pour maintenir l'exception coloniale. Je veux dire, ça pourrait se faire sur plein de modalités différentes. À la rigueur, ce qui compte, ce n'est pas tellement la modalité selon laquelle ça se définit, même si c'est intéressant parce que justement, ça articule des discours différents, mais c'est comment
qu'est-ce que ça préserve en fait? Qu'est-ce que ça maintient? Qu'est-ce que derrière l'idée, derrière le vernis de l'idéologie, quels intérêts ça défend en fait? Ça que, à mon avis, il faut essayer de démasquer. Merci beaucoup, docteur. Alors, on a dépassé largement le temps qui était imparti pour cette intervention, docteur Youssef Girard, qu'on remercie vivement. Et vraiment, c'était extrêmement riche et nous avez éclairé par rapport à cette question et sur le sujet de la discipline de vos recherches. Je rappelle et je remercie aussi bien sûr Dr Siam Sharif qui est intervenu d'Alger avec le directeur. Alors je me souviens pas de son nom, directeur de l'université. Est-ce que vous pouvez le rappeler aussi? C'est professeur Aros Zoubir. Voilà, le professeur Aros Zoubir. Je remercie aussi monsieur Frédéric Ferry. Peut-être pour conclure, de Dr Youssef Girard, au vu et au regard de ce poids de l'histoire, quel serait peut-être, mais très brièvement, dans une réponse assez brève, quel est l'avenir de tout ce poids de l'histoire et de cette histoire du racisme systémique, j'insiste sur l'adjectif, systémique, qui pèse et qui probablement va peser encore sur les citoyens musulmans en Europe. Comment voyez-vous, d'un point de vue et au regard aussi de votre spécialité, votre propre expérience en tant que chercheur et humaine aussi, quel serait l'avenir et le devenir de cette question, alors que, on le sait tous, la campagne électorale est rude, elle est violente, et que c'est le moment des plus grandes manifestations, des crispations dans une société, bien sûr, en instrumentalisant les religions et notamment l'islam. Je vais peut-être revenir au début de ce que je disais. La notion de racisme systémique, c'est quelque chose qui a été mise en avant par des auteurs afro-américains, notamment un auteur et un militant qui s'appelle Stokely Carmichael, qui était un des dirigeants des Black Panthers. Ça a été après notamment étudié par des gens comme un juriste qui s'appelle Derrick Bell aux États-Unis, qui a écrit un ouvrage au début des années 90 qui s'appelait, dont l'une des parties du titre, c'est La persistance du racisme, comment le racisme des Afro-Américains perdure. Et tout ça, ça a créé ce qu'on appelle aux États-Unis un courant qui s'appelle l'afro-pessimisme, c'est-à-dire qui n'est pas pessimiste vis-à-vis des Afro-Américains, mais qui est pessimiste vis-à-vis de la société blanche, son incapacité à dépasser le racisme. Pour faire un parallèle, puisque j'emprunte certains concepts à ces auteurs-là, qui prennent aussi chez Fanon, hein, parce qu'il y a une généalogie algérienne aussi à la pensée afro-américaine. Je serais très pessimiste, je serais, je sais pas, on les appelle les afro-pessimistes, musulmans pessimistes en Europe. Et notamment plus particulièrement en France. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'avenir lumineux et beaucoup de pas vers plus d'égalité dans la perspective qui nous est donnée. Donc, je serais assez pessimiste. Maintenant, il y avait un slogan dans les années 30 de certains intellectuels qui disaient qu'il fallait organiser le pessimisme. Hein, qu'il faut organiser le pessimisme. Je ne sais pas. L'organiser ou le dominer, hein, pour pouvoir l'évincer. Je vous remercie infiniment, Dr Youssef Girard. Peut-être je rends la parole à Dr Dahri. Je rappelle qui œuvre depuis des années et des années à traiter ces questions fondamentales et foncières dans notre actualité et dans nos sociétés. Par rapport à toutes ces notions qui œuvrent et qui sont instrumentalisées pour disloquer les sociétés, disloquer l'humanité. Pour ma part, je me permets peut-être malgré tout, j'exprime quand même
un optimisme, malgré tout, je dis malgré tout, je le précise. Il faut qu'on reste optimiste face aux défis. Le défi, vous l'aviez rappelé, docteur, historique qui est transversal, mais il faut qu'on reste optimiste et il faudrait qu'on œuvre pour qu'un optimisme puisse faire face à ce pessimisme. Alors, docteur Dahri, est-ce que vous êtes avec... Barakallah fik, merci beaucoup, notre honoré par la présence de notre ami aujourd'hui, docteur Gérard Youssef. Merci à docteur Sehem Cherif qui on va la recevoir prochainement à Genève et on va la recevoir, Inch'Allah, en visioconférence. Merci à votre collègue qui nous a honorés. Merci, mesdames, messieurs, pour votre présence. Merci beaucoup pour notre référent scientifique, Monsieur Ben Yahya, qui insiste toujours d'être humble au service du science, au service de l'islam, au service de l'humanité. Merci beaucoup, Boumedine Ben Yahya, notre cher professeur Boumedine Ben Yahya. Cher ami Youssef Gérard, en espérant qu'il y aura 10 autres occasions pour décortiquer avec vous 10 autres phases, 10 autres stratégies de lutte et prévention contre ce racisme systématique, ce racisme maladif, malheureusement relié avec un progrès négatif et régressif d'une humanité sans âme, sans émanation. Merci infiniment et à la prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.